Très révoltant. Voilà. 就拿别人就走啊，一个一个白水，没咋使劲儿的。Ça, c'est au Congo. La traite des nègres est-elle vraiment terminée? A-t-elle vraiment été définitivement abolie? Et si elle s'était simplement déplacée? Et si elle avait simplement changé de site, changé de lieu? Lorsque l'on regarde ces images si violentes, si humiliantes pour la race humaine, lorsque l'on dresse un bref inventaire de ces morts dans les mines, on ne peut que s'interroger sur la persistance de cette tragédie. Et si elle avait simplement changé de théâtre d'opération en s'installant directement en Afrique, avec des maîtres d'un genre nouveau? Quelle ressemblance entre ces images, avec des maîtres placés sur un promontoire, qui regardent photo l'esclave récalcitrant par son frère de couleur zélée? Vraiment. Et c'est les esclaves dans les champs de coton au XVe et XVIe siècle dans les Amériques. Pendant les 400 ans de traite transatlantique, le négrier était obligé d'avoir un grand navire avec un équipage musclé pour parquer dans les cales comme du bétail les noirs qu'ils attrapaient ou qu'on leur vendait. Aujourd'hui, dans l'esclavage dit moderne, c'est directement sur le lieu de naissance, dans le propre pays, souvent même dans le village de l'esclave qui l'opère, qui l'exploite, en même temps que les richesses de son sous-sol, avec la complicité active des chefs locaux. Les pacotis, gin, whisky de l'époque ont été remplacés par des discrets virements et de l'espèce sonnante et trébuchante au chef. Lorsque je me suis lancé dans la folle idée de réaliser un documentaire sur les richesses minières de la République démocratique du Congo, je savais, c'est vrai, que je m'attaquais à des intérêts importants, à des mastodontes financiers et industriels capables de me broyer d'un hochement de tête, d'un simple claquement de doigts. Je savais que c'était risqué, mais j'avoue que je ne mesurais pas à quel point c'était nébuleux, une véritable mafia sans foi ni loi. La version très romancée des médias internationaux, qui se contentent trop souvent de n'évoquer que la responsabilité des groupes armés venus d'ailleurs dans les conflits qui ensanglantent depuis des décennies l'Est de la République démocratique du Congo, est une aubaine de pain béni pour eux. Ça les arrange que l'on réduise cette tragédie à des guerres tribales ou crapuleuses entre nègres. Mais elle cache une réalité bien plus grave, bien plus honteuse. Elle est à l'image du mal profond, du cancer qui ronge l'Afrique de part en part et la garde dans une situation de dépendance permanente. C'est pourquoi, malgré ces menaces, j'ai choisi d'aller au bout en invitant, dans le même temps, mes confrères subsahariens à investiguer chacun dans son pays sur ce pillage organisé, afin que plus personne dans les sphères du pouvoir, en Occident ou ailleurs, ne puisse dire « on ne savait pas ». Le cas du Congo que j'ai choisi de raconter au fil de l'eau, afin que personne ne puisse empêcher qu'elle soit connue, même s'il finissait par avoir raison de moi, est assez cocasse. La RDC, qui a la taille de l'Union européenne, est assurément l'un des pays les plus riches en minerais de la planète. Un vrai scandale géologique, comme on a coutume de le dire. À elle seule, elle concentre tellement de minerais dont le monde a besoin. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année. Il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre avec plus de 1 500 000 tonnes par an. Autant de minerais dont le monde, qui parle à grand renfort médiatique de transition écologique, a besoin pour fabriquer ses batteries électriques, ses voitures de nouvelle génération et ses téléphones portables. C'est donc un pays qui a un caractère stratégique déterminant pour la planète. Je vous épargne l'or, le diamant, l'étain, la cassiterie, le manganèse et bien d'autres minéraux. Pendant donc que la plupart d'entre nous la regardons cette RDC seulement du point de vue de ses artistes, de sa musique, les grandes firmes internationales ont décidé depuis longtemps déjà de lui mettre le grappin dessus. Elles sont toutes présentes dans le pays. Elles se le sont partagées comme les grandes puissances l'avaient fait en 1885 à Berlin pour nos nations. Glencore la Suisse, ENRC des Kazakhs, Smoke des Chinois, CNMC des Chinois, Ivanhoe des Canado-Américains, Metorex des Sud-Africains. Ainsi, la RDC n'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Dans leur propre pays, ils ne sont plus propriétaires de grand-chose. Tenez,
Voici dans ce camembert la répartition des richesses minières de la RDC. Comme vous le voyez, 70% de ces minerais stratégiques appartiennent directement aux firmes étrangères. C'est elles qui les exploitent et les vendent sur le marché international. C'est elles qui spéculent avec ces réserves sur les marchés financiers. Le Congo est désormais spectateur et n'a plus rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait pris, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Je ne vais pas revenir sur ces pillages des grands groupes internationaux dont j'ai parlé dans une précédente chronique que j'ai intitulée « Comment récupérer nos richesses minières » et qui est encore sur ma chaîne YouTube. Et les 30% restants, à qui appartiennent-ils? Ceux qui théoriquement ont échappé à l'appétit vorace de ces firmes, ce que l'on appelle l'industrie artisanale, qui en bénéficie? Selon le code minier congolais, seuls les Congolais peuvent en bénéficier. Il leur est exclusivement réservé. Là encore, erreur. Là encore, ils sont exclus, tellement exclus, totalement exclus. Mais comment est-ce possible? Et là, on tombe des nues en découvrant l'ampleur des vols, du machiavélisme qui prévaut dans ce secteur, qui a priori ne devait profiter qu'aux nationaux. Sur les 30% restants, ceux de l'artisanat minier, 80% sont tenus par les Chinois, qui ont remplacé les Libanais depuis la chute du président Joseph Kabila, qui ne tiennent plus que 15% les Libanais, contre 5% pour les Indiens. Rien pour les Congolais. Des chiffres que naturellement, certains mettent en doute à Kinshasa. Pour en avoir le cœur net, pour ne pas se contenter de spéculations, nous avons décidé d'aller dans les mines de ces différentes régions de la RDC. Nous nous sommes décidés à aller sur place enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Rubaya, dans la belle et luxuriante région de Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que malgré la présence dans notre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante GECAMINE, des administrateurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alphamine, propriétaire de Bézi, à Walikale, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, celui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin, c'est dire la puissance de la firme, qui est sur son territoire, et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minerai rare, très rare de nobium, celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit panda. Bref, les guerres lasses, nous avons capitulé et figurez-vous que nous sommes là dans la région du Nord Kivu qui est en état de siège, avec un gouverneur militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place, n'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le sud Kivu en empruntant le majestueux lac Kivu et ses paysages à nous couper le souffle. Malheureusement, dans ce décor de rêve, nous avons croisé des esclaves des temps modernes dans les mines de Lurihi, dans le territoire de Kabare, dans le sud Kivu. Je vous épargne l'étape éprouvante sportive de Niabiboué, perché à 2200 mètres d'altitude, où les creuseurs ont fait des gruyères dans l'impressionnante montagne. Un vrai supplice. Mais le plus fort dans cette aventure était l'étape suivante. Une fois à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, nous avons décidé de partir vers les mines d'or de Kamituga. En raison de l'insécurité sur les routes, nous avons choisi l'option d'un petit avion. On se retrouve à l'aéroport de Bukavu. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités
de minerais que l'on sort dans ces mines-là, personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait des liquides, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez de Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui, mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur le territoire congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne payent pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale, une personnalité dont la probité ne fait pas débat, qui accepte tous les risques pour aider ses populations, ses compatriotes qui parlent. Le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui vit dans la douleur cette nouvelle colonisation. Malgré le message de dissuasion des firmes chinoises opérant à Kamituga, nous avons décidé malgré tout de nous y rendre pour toucher la réalité du doigt. Après 30 minutes de vol, nous atterrissons sur la petite piste de brousse de Kitutu. Une piste improvisée sur de l'herbe avec des bousses de vache comme vous pouvez le voir. Une arrivée mouvementée. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, non. Les Chinois ont cassé le pont qui mène à la mine, oui. Première surprise. Donc, pas moyen d'accéder à leur site. En plus, ces soldats qui sont venus nous attendre et qui travaillent pour eux n'ont aucun moyen de déplacement. Ils ne sont pas vraiment venus pour nous escorter. Seconde surprise. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire on vient chez vous aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des Mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac, on ne peut pas bouger. Et ce qu'on nous proposait même, c'était d'emprunter ces motos-là, qui sont conduites par qui? Par ceux qui travaillent ici pour eux. Voilà comment on arrive à avoir des ambassadeurs qui sont tués sur ce territoire. C'est clair, nous ne sommes pas désirés dans le coin. Malgré l'importance des membres de la délégation, nous sommes obligés de repartir. Surtout que les soldats qui arrivent de plus en plus nombreux et menaçants, en moto, ne nous inspirent pas vraiment confiance. Non, parce qu'ici, les bandes armées dont on parle toute l'année, qui seraient des bandes tribales, comme on dit, etc., elles sont entretenues par ces miniers-là pour les garder. C'est eux qui gardent les mines. C'est eux qui protègent ces gens-là. Alors je ne sais pas qui est le chef de bande. Je ne sais pas qui approvisionne le chef de bande, parce que c'est lui le vrai patron. On est un peu comme si on était à Medellin ici. Oui, à Medellin, le siège du trafic de drogue colombien. Il faut s'étonner quand même de la présence active et permanente des soldats des FARDC dans les sites miniers. Une pratique qui viole la réglementation congolaise et même internationale et qui risque à terme de sortir les minerais congolais du marché mondial. Il l'était déjà. Il est revenu parce qu'ils ont corrigé les choses. Enfin, on croyait. Alors, courage, fuyons. Puisque nous ne pouvons pas nous rendre sur le site directement dans les mines, nous choisissons de survoler à très basse altitude le site pour mieux juger la situation. Premier constat, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une mine industrielle. C'est tout sauf artisanal ce qu'on voit.
On a plutôt affaire à une exploitation semi-industrielle sauvage avec des excavatrices, des chargeuses, des bulldozers, des laveries d'or de dernière génération, des dragues qui raclent le fond des rivières et d'impressionnants camions-bennes. Second constat, Ça ne jugez peut pas par se faire. vous-même la couleur de l'eau, Ah. l'étendue de la pollution de ce fleuve Énila. Mesurez par vous-même l'étendue des dégâts sur la nature. C'est sans commentaire. On peut difficilement plus polluer une rivière qui, sachez-le, se jette plus loin dans le grand fleuve Congo. Déjà dans la région, on assiste à des maladies liées aux produits déversés dans ces rivières et fleuves où l'on extrait de l'or par ces firmes. Wow. Le mercure notamment, qui sert de solvant sélectif pour l'or. La dangerosité de ce produit n'est plus à démontrer. C'est pourquoi il est interdit pour toute exploitation industrielle en RDC comme dans le monde entier. Moi, j'ai soigné des malades qui étaient victimes des irradiations, des intoxications au mercure dans cette zone. Bien sûr. Je crois que Kinshasa avait envoyé des experts de Burkina pour venir vérifier ces irradiations. Ils ont fait des expertises, mais on n'a jamais fait partir ces gens. Et moi, je me pose vraiment la question, nous, Africains, notre essence d'honneur, notre essence de dignité, où est-ce que ça se trouve? En réalité, depuis maintenant 2 ans, les firmes étrangères, notamment chinoises, installent en masse des entreprises minières dans la région du Sud Kivu et d'ailleurs dans l'ensemble des régions minières du Congo. Le Katanga, le Nord Kivu, le Lualaba, l'Ituri et autres. Au départ, la population pensait qu'elles respectaient les procédures légales. C'est progressivement qu'elles ont découvert qu'elles exploitent sans droit minier. Dans la région du Sud Kivu, il s'agit essentiellement d'ORC, de BM, de Régal, toutes chinoises. Pour les pauvres creuseurs qu'ils exploitent, qu'ils utilisent comme des esclaves, leur présence est le fait des autorités. Ils le pensent. Seulement la technique est simple. Elles se mettent avec une petite coopérative agréée qui ne peut être détenue que par des citoyens de nationalité congolaise. C'est derrière elles que se cachent ces firmes chinoises. Alain, je crois que nous sommes dans une situation très difficile quand on voit comment l'exemple du Congo, aujourd'hui, c'est l'absence. Je dirais que même on a une absence de l'État. Parce que si un Chinois il vient de la Chine, il vous impose, il vous fait sortir de chez vous, il est en train d'exploiter l'or congolais, il vient, il le vend au marché, il met ses dollars en poche, et puis il part, il ne paye pas de taxes, d'ailleurs il s'en fout. Je peux vous dire qu'à Chabonga, ils ont même tué. Si la société civile est arrivée jusqu'ici, c'est puisque, en fait, les récalcitrants, ils étaient tout simplement tués dans votre propre pays. Il faut reconnaître que le financement ne vient que d'autres pays, des Chinois, des Libanais. Et à ce moment-là, celui qui apporte l'argent arrive parfois à poser des conditions qui vont à l'encontre de ce que nous attendons. En réalité, dans la région du Sud Kivu, ces entreprises étrangères, notamment chinoises, qui polluent et qui dans le même temps n'ont aucune existence légale, n'ont peur de rien. Elles disposent de leur propre milice, de l'armée qui les protège. Elles opèrent au grand jour et en toute impunité. Et figurez-vous qu'elles ne déclarent aucune production zéro, aucune statistique. Par exemple, quand vous prenez Kamituga, Kitutu, Mwenga, où il y en a tellement plein, qui sont dans le secteur aurifère, mais comment expliquer que la province exporte 25 kilos? Finalement, ces gens, ils sont là pourquoi? À qui profite finalement l'or qu'il extrait? Parce qu'ils ne me diront pas qu'ils peuvent amener tous ces... on sait voir passer des nivelleuses, des excavateurs, tout ce qui a comme équipement qui devrait constituer, n'est-ce pas, une mécanisation des mines, et qu'en fait, après un moment, qu'ils ne produisent rien. Finalement, ils viennent pour la charité ou quoi? Il faut dire que même si on ferme les yeux et les oreilles sur leur production, on sait plus ou moins quelle était la production de ces sites miniers avant eux. Surtout que beaucoup ont été récupérés des mains des proches de l'ex-président Joseph Kabila. On estimait leur production à 5 kilos d'or par jour, ce qui fait des centaines de millions de dollars que l'État congolais perd. On est au plus de 600 à 1000 kilos qui devraient être dans le circuit. Et là, nous parlons le mois. Ce qui nous ramène finalement à plus de 15 tonnes là. Et ça ferait plusieurs millions de dollars, n'est-ce pas, qui entreraient dans la caisse de l'État. Quand ils viennent vendre
Or, ici, en ville, ils ne se cachent pas, ils sont protégés. Lorsque le Premier ministre interdit une activité et que les gens continuent, bon, alors il n'y a rien de se poser la question de qui dirige. Comme on dit en RDC, de manière peut-être un peu exagérée, mais il y a une grande part de vérité dans cette assertion, chaque grand dirigeant dans les mines au Congo a son Chinois, son Libanais ou son Indien. Lorsque l'on regarde l'influence de ces firmes, c'est clair qu'elles sont protégées par des barons qui en tirent de substantiels bénéfices. Et on ne se gêne pas trop pour cacher son soutien à ces entreprises qui saignent les Congolais. Dans notre aventure du Sud Kivu, nous nous sommes rendus compte que le directeur du cabinet du ministre provincial des mines du Sud Kivu, qui nous accompagnait dans notre périple, est le conseil juridique d'un des groupes chinois. Oui. Le verre est donc dans le fruit. Et le directeur du cabinet du gouverneur, lui aussi, est le conseil juridique, en gros, l'avocat de notre groupe chinois. Bref, ces groupes ne risquent rien et ceux qui osent s'attaquer à eux peuvent le payer cher, très cher. On a vu des populations qui réclamaient justice être tabassées, arrêtées et jetées en prison par les forces de l'ordre congolaises. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, qui nous a reçus à Bukavu après notre périple de Kamituga, où nous avons été conduits par la firme chinoise, qui lui n'était pas au courant, qui n'était pas au fait de cette magouille autour de lui, et qui était très surpris d'apprendre toutes ces manœuvres, toutes ces accointances, a promis de fermer toutes ces mines chinoises illégales. Et il l'a fait. Il a dans le même temps remanié son gouvernement en faisant sauter au passage son ministre des Mines. Le gouverneur fait l'objet en ce moment de pressions fortes qui arrivent de toutes parts. Beaucoup essaient de l'intimider pour que ces mines reprennent en toute illégalité leurs activités. La pression pèse vraiment sur les dirigeants provinciaux qui refusent comme lui d'entrer dans le jeu de la corruption et de la compromission. Et quand ils se retrouvent ici, malins qu'ils sont, parfois ils tissent des relations avec certaines personnes qui sont à Kinshasa. Et quand vous faites une pression sur eux, et vous recevez un coup de fil. Bon, on est un peu habitué, mais on sait que ça va passer tout ça. Aujourd'hui, nous avons une élite corrompue et qui accepte tout sans se poser la moindre question sur par rapport à moi-même, par rapport à mes convictions, par rapport à l'honneur. Et malheureusement, la population est dans l'ignorance totale. J'ai pensé pendant un moment, en initiant cette enquête sur les mines au Congo, quelle serait aussi l'occasion de mettre un visage sur les creuseurs, sur ces frères africains qui vivent en esclavage chez eux. Peut-être que dans les capitales, il reste virtuel pour nous. Il existe à côté de nous, dans nos pays, dans nos campagnes, des frères et sœurs, des familles qui vivent dans l'esclavage. Le choix de nos dirigeants ressemble parfois aux ventes faites par certains de nos ancêtres aux négriers en d'autres temps. Regardez ces visages, regardez ces familles. Dans quelles conditions ces personnes travaillent chaque jour pour pouvoir survivre tout simplement. Ici, le négrier ne leur a même pas construit du baraquement. Je ne veux pas faire de comparaison des souffrances. Je ne veux pas les mettre en parallèle avec d'autres souffrances, non. Mais la similitude dans le traitement est frappante. Je souhaite simplement attirer l'attention de nos dirigeants sur les drames qui se vivent à notre porte. Les injustices dont sont victimes nos frères et sœurs qui ne voient pas en quoi nous nous réjouissons dans les villes d'être indépendants. J'ai lancé une équipe de députés qui sont allés essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans notre province. Arrivé sur une exploitation artisanale, quelqu'un qui pèse 80 kilos, il monte sur la balance, ça indique 47 kilos. Ça, c'est grave. Même les balances sont déjà piratées. Qu'est-ce que tu n'accepteras pas? Hii souffrance mais mimi na vivre kisha tena na watoto. Espaço.
Les larmes de cette femme, Marthe, mère de 5 enfants, qui vit dans la capitale mondiale du cobalt, Kolwezi, dans une maison, j'allais dire, un clapier de 4 mètres carrés, avec son mari creuseur, Mutombo Patrick. Regardez où elle dort. Ceci doit nous interpeller. Ceci doit nous rappeler, nous, élites, décideurs, responsables administratifs, cadres, diplômés, les responsabilités qui nous incombent. Nous avons vécu l'esclavage, doit-elle se poursuivre au XXIe siècle dans le pays le plus potentiellement riche du continent? L'esclavage, nous l'avons su. Ah, Ça nous a désorganisés. non. Ça détruit le tissu Que le social, président regarde cette vidéo ici. africain. C'est pas normal ça. Nous subissons la colonisation. On dirait, bon ben voilà, on n'était pas encore dans un monde structuré, etc. Allons-nous accepter maintenant de subir ce que les Chinois sont en train de faire, et qui consiste tout simplement à nous réduire encore à l'esclavage. à l'esclavage. Mais c'est une autre forme d'esclavage. Et plus les Chinois vont monter en puissance, plus ils vont nous dire, vous nous avez vendu, ça nous appartient, on n'aura rien à dire, puisqu'ils vont nous imposer ça par les armes. C'est pénible de vivre dans ce pays. C'est pénible de voir ce qui se passe. Qui font ces choses? Banane bazo sala makambo yo, hein? Banane bazo sala makambo yo, ko beta bango masasi. Si le C'est reproche est n'importe aux Chinois quoi. qui s'installent dans le pays, Ah, il faut reconnaître qu'ils sont dans leur rôle. C'est celui de chercher les minerais pour leur industrie. Le principal reproche que l'on peut leur faire est celui de ne pas respecter nos textes et nos lois. Celui de jouer sur nos faiblesses et nos divisions. Mais au-delà de ces manquements, la responsabilité de la souffrance de nos populations incombe à nos dirigeants, aux Africains qui se laissent corrompre, qui n'ont pas souvent suffisamment d'amour propre, de dignité, de fierté et d'amour de leur et de leur pays. Parce que dans les faits, si l'on peut comprendre la mainmise des grandes firmes dans le secteur industriel et tenter de l'expliquer en partie par l'ignorance de nos aînés, dans le secteur artisanal, on a un peu de mal à comprendre comment des acteurs économiques qui n'ont pas utilisé la force, qui ne nous ont pas violentés, sont en train de nous recoloniser en toute confiance, avec notre assentiment. Figurez-vous que nous avons tellement abandonné ces populations rurales dans leur misère qu'elles préfèrent de plus en plus le nouveau maître. Pas question pour eux de chasser le Chinois ou le Libanais des mines qu'ils décrient, qu'ils accusent de le voler. Mais il suffit seulement que vous attaquiez à ces Chinois aujourd'hui. Si ce ne sont pas les creuseurs qui vont se soulever, parce qu'ils ont l'argent, ils vont leur dire, écoutez, nous n'avons pas acheté, puisque l'autorité ne veut pas qu'on le fasse. Demain, vous avez les creuseurs, vous avez 60 000 personnes dans la rue, vous êtes obligés de plier et de vous plier. Et alors, c'est ça qu'on confond à la corruption. Il faut faire un choix. Soit on laisse les gens marcher, ils cassent, et vous ne savez pas travailler, soit on les laisse travailler, et on se met à chercher une solution. Ceux qui rendent nos creuseurs esclaves partent brusquement, ça sera pire que ce qu'on pense. C'est quand même grave d'entendre ça. Les esclaves préfèrent garder ce maître-là plutôt que les chefs qui dirigent le pays. Tellement ils ne leur font pas confiance pour s'occuper d'eux. Terrible. Hivi tunatumika bintu pake vinaona maloi tu na ujisha. Utazi kutumika bintu vizuri, muzio yabo haina yabie. Elembe kipande bwa bapandishaki. Elembe kishuke bwa banashusha. Njo tu naomba batusaidia bata ba partenaire da Congolais benzetu. Baja chose na aba bazungu. Tuangalie namna kwanza kujisha marché bien. Hivi maisha tushituko hapa tu ba crezer. Kuvivre kwetu tu vivre mwewe bintu. Mena tu bitumika bintu vya mingi. Me unaenda kule unaangalia gri yabo haipandaki. Gri yabo iko mpaka chini. Kama gri inapanda, tunaona kwa mezo nyingine. Kama elembe inapanda matupandishia kuko bapandishaki. Kutuza kunia hakuna bien makopération na bazungu na bien. Njo vomie batosose kwa tama mezo nyingine tuangalie namna kwanza kuishi. Pourtant, il suffirait de mettre en place, de créer un cadre dans lequel ces creuseurs vendraient leur production dignement, en toute confiance. C'est d'ailleurs ce que le président Félix Tshisekedi a initié en créant l'entreprise générale du cobalt, EGC. Mais pour l'instant, elle reste virtuelle dans les cartons. Même si un directeur général a été nommé, elle n'a pas d'existence sur le terrain. Si EGC, en tant qu'entreprise générale du cobalt, entreprise de l'État, ouvrez ses portes, je vous dis,
les autres vont fermer, les creuseurs vont commencer à danser. C'est l'unique solution. Espérons que ce projet verra le jour et que le président Félix Tshisekedi ne cédera pas devant la pression des lobbies qui tirent leurs avantages de la situation de chaos actuelle. Il doit se souvenir que les élections sont dans seulement 2 ans et que les creuseurs dans le pays représentent désormais une force. Rien que dans la région de Kolwezi à Lualaba, ils sont aux environs de 150 000 creuseurs qui travaillent dans l'artisanat minier. rien que dans cette région. Imaginez-les organisés, soudés par leur souffrance. Imaginez le poids électoral qu'ils représentent. Alors il faut en tenir compte. L'éveil des jeunes n'est pas qu'un phénomène urbain. Il est aussi rural, surtout avec les téléphones portables. Et ceci représente une bombe sociale à laquelle il faut accorder une attention particulière. Ça, c'est très Il faudrait important. peut-être aussi que les décideurs à Kinshasa tiennent compte d'un autre phénomène, celle de la fiscalité qui oblige ces miniers dans le secteur de l'artisanat à vendre dans les pays voisins plutôt que chez eux. Si le Rwanda, l'Ouganda ou la Zambie sont plus grands exportateurs de minerais qui n'existent souvent pas sur leur sol, c'est bien parce que la RDC n'est peut-être pas compétitive. C'est peut-être qu'elle n'a pas les textes et les dispositions qu'il faut. Ce n'est pas seulement lié à une volonté d'hégémonie des autres. Mais ceci est une autre injustice dont on parlera certainement dans notre documentaire consacré aux richesses minières du Congo, bientôt. Et il faut bien comprendre que ce modèle congolais est à l'image, il est illustratif de la situation minière dans de nombreux pays d'Afrique noire. Ce n'est pas seulement l'affaire du Congo. Seulement, je suis optimiste, toujours afro-optimiste, lorsque je regarde la nouvelle classe des cadres africains, lorsque je vois cette jeunesse engagée. Je crois au changement, à l'avènement d'une ère nouvelle en Afrique, avec des jeunes décomplexés, soucieux de changer l'image désastreuse du continent, et résolument engagés dans le développement de l'Afrique. Et j'espère que le président Félix Tshisekedi, en RDC, qui n'est pas vraiment un produit de la colonisation, qui ne porte pas le poids des erreurs, des magouilles, des malversations, de la malgouvernance des 60 dernières années, saura apporter une réponse à toutes ces attentes, qu'il saura répondre à tous ces enjeux au risque d'être balayé par une jeunesse assoiffée de changement, pressée de mettre fin à ces injustices dont nos populations sont quotidiennement victimes. Qu'est-ce que nous léguons aux enfants? Qu'est-ce que nous léguons à nos petits-enfants? Ça sera l'Afrique vendue par Les Africains. les Africains aux Chinois, et les Chinois vont nous dire ça nous appartient, quittez. Je voudrais vous remercier tous pour votre soutien et vos commentaires qui sont une véritable nourriture pour moi. Merci de continuer de réagir comme vous le faites et surtout de vous abonner à ma chaîne Alain Foucault officiel. Je vous y invite instamment, du fond du cœur. Merci d'être à chaque fois un peu plus nombreux. Je remercie également Sébastien Faye et Thomas Hollande qui m'accompagnent dans cette aventure. J'en profite pour lever une ambiguïté. Je n'ai pas de page Facebook à mon nom. Je n'ai pas de compte Twitter. Je n'ai pas de compte Instagram. Tous ceux qui sont créés et qui souvent vous sollicitent sont des faux comptes et des imposteurs. Je n'ai rien à voir avec eux. Je ne vous solliciterai jamais par ces plateformes. Je ne suis pas en recherche de partenaires ou d'un quelconque financement. Soyez prudents et méfiez-vous des fakes. Merci à vous et à très vite. Je manque de mots. Je pense que nous allons en parler plus tard.